Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui se rapporte au livre Carrefour des sciences 9e année. Nous sommes au chapitre 4 sur la chimie et nous allons faire la section 4.2 sur les propriétés physiques de la matière. Propriétés physiques, voilà. Mesure, observation. Donc, ce qui est intéressant avec les propriétés physiques de la matière, c'est qu'on peut mesurer, on peut observer la matière, mais le fait de l'observer ne change pas l'identité de cette matière. C'est pour ça qu'on parle du fait que ce sont des propriétés physiques. À l'inverse, dans la prochaine section, on parlera de propriétés chimiques. C'est lorsqu'on a des substances, il y a une transformation de l'essence même de cette matière. Et ça, c'est notre prochaine vidéo. Mais retournons à cette idée de propriétés physiques. Lorsqu'on a des propriétés physiques, on se retrouve avec deux types de données. On a des données qu'on appelle qualitatives. Et ces données qualitatives, ce sont des données que l'on peut observer avec les sens. Donc, on peut utiliser la vue. Donc, par exemple, la couleur, par exemple, le reflet d'une substance. On peut aussi regarder certains sons. Si on prend, par exemple, lorsqu'on ouvre une boisson gazeuse ou de l'eau Perrier, de l'eau gazéifiée, on peut entendre qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque ces petites bulles vont quitter. Il y a bien sûr les textures. Les textures, c'est fait lorsqu'on utilise nos doigts et on va toucher et voir ce qui se passe ou si un objet va sur notre peau. On peut voir si c'est lisse, si c'est rugueux. On peut même voir est-ce que c'est chaud ou froid. On ne sait pas exactement la température, mais on peut faire des observations. Alors, on peut aussi regarder certaines odeurs. Donc, bien sûr, lorsqu'il y a une substance, par exemple, il y a quelques semaines, j'ai acheté des fraises et sentir l'odeur de fraise est une propriété de cela. Mais bien sûr, si on regarde certains nettoyants, il y a certaines odeurs. Dans la cuisine, bien sûr, c'est fantastique. Le seul sens qu'on ne veut pas utiliser, c'est le sens du goût dans un laboratoire. Dans la cuisine, on peut voir la différence entre sucré et salé, ça va. Mais en laboratoire, il faut faire très attention pour la sécurité. Donc, moi, je me concentre sur les 4 autres sens et non pas celui du goûter. Les autres types de propriétés, on appelle ça les propriétés qu'on appelle quantitatives. Quantitatives, comme ceci. Ça, ce sont des données qui sont observées et mesurées, mais pour lesquelles on peut avoir des données empiriques, donc des nombres spécifiques. Par exemple, on peut regarder la température. Avec le toucher, on peut voir si c'est froid ou chaud ou une certaine différence de température. Par contre, si on veut mesurer en Celsius, on utilise un thermomètre et on a une donnée spécifique. Puisque c'est spécifique, et on peut voir ici, une quantité, comparée ici à une qualité. Donc ça ici, c'est beaucoup plus relié à des adjectifs et ici avec des données. On peut aussi avoir la masse volumique comme ceci. Donc par exemple, si on prend la masse volumique de l'eau, nous avons 1 gramme par centimètre cube. Donc si on prend un centimètre cube, celui-ci pèse 1 gramme. Alors ça ici, c'est pour l'eau. Si nous prenons l'aluminium, par exemple, nous avons 2,7 grammes par centimètre cube. Donc la masse volumique, donc la densité de l'aluminium est près de 3 fois la masse volumique de l'eau. Et donc, on pourrait dire que pour le même volume, l'aluminium est plus pesant. Conséquence, si on met un morceau d'aluminium dans l'eau, qu'est-ce qui va arriver? Celui-ci va couler dans le fond. C'est la même chose si on a par exemple un bouchon de liège. Un bouchon de liège a une masse volumique qui est plus petite que 1 gramme par centimètre cube et c'est pour ça qu'il flotte. Donc c'est intéressant.
Il y a bien sûr la dureté. Il y a des tests de dureté sur différents types de matériaux. Par exemple, en industrie, on peut utiliser certains métaux pour faire des scies, pour couper le métal plus facilement. Vous connaissez sûrement certains, si on prend les pierres précieuses, par exemple, le diamant est une des substances naturelles les plus durables parce qu'elle est très, très dure. Voyons voir si j'ai d'autres exemples intéressants. Alors ici, il y a certains points de température, par exemple. Le point de fusion, on a de l'eau qui, lorsqu'on descend la température sous 0 degré, va devenir un solide. Donc, il y a point de congélation, point de fusion de la glace à l'eau. On a aussi les points d'ébullition. Ébullition. Ça, ce sont d'excellents exemples. Est-ce qu'il y en a un autre qu'on peut faire? Un autre que j'aime bien, c'est la conductivité. Donc, la conductivité est spécifique à la substance. Si on prend par exemple le cuivre, on utilise le cuivre dans les fils électriques dans les maisons. L'or est un autre excellent conducteur. Par contre, l'or coûte beaucoup plus cher, donc on a tendance à utiliser le cuivre comme conducteur. Par contre, on a parlé d'une sonde spatiale aujourd'hui qui est la sonde JUICE pour la mission près de Jupiter, et je vais mettre une carte ici pour cette vidéo. Et on utilise l'or comme conducteur dans une sonde spatiale, parce que oui, c'est un meilleur conducteur, mais puisque le volume ou la dimension de cette sonde est petite et qu'on essaie d'avoir une sonde qui va fonctionner pendant, on espère, 10 ans, 20 ans, et que cette sonde coûte des millions, des dizaines de millions, peut-être même des centaines de millions de dollars, aussi bien utiliser le meilleur conducteur possible. Et bien sûr, si vous allez par exemple, si vous avez des bijoux en or et vous voulez les vendre, on va mesurer la conductivité de votre bijou pour savoir la quantité d'or, donc la quantité de carats qu'il y a dans votre bijou. Donc ça, c'est une propriété qui est physique. Et c'est toujours intéressant, bien sûr. Autre chose intéressante, il faut penser qu'il y a les états de la matière, donc il y a des gaz liquides et solides. Donc si on a de l'eau qui devient de la glace, on le refroidit. Mais on peut prendre ces glaces, les réchauffer pour avoir de l'eau de nouveau et en plus les réchauffer pour avoir de la vapeur. On a toujours de l'eau, mais il y a des états différents. Ça, c'est une propriété physique parce qu'on a toujours ici de l'eau comme composition. Une autre chose à considérer, il y a bien sûr la solubilité. Donc la solubilité, c'est important. Exemple à la maison, si nous faisons une soupe, par exemple, on prend un peu de sel, on le met dans la soupe, le sel va se dissoudre. Même chose avec du sucre. Si on a de l'eau, on peut mettre quelques grains de sucre et ils disparaissent. Chose intéressante, j'ai fait une présentation, un petit vidéo sur la cabane à sucre. Donc, utiliser le sucre de l'arbre qui est l'érable pour faire du sirop d'érable et des desserts. On a un érable qui est un arbre qui va avoir dans sa sève une petite concentration de sucre, peut-être 2%. Lorsque on fait bouillir cette sève, on enlève de l'eau et on garde ici du sucre qui augmente de concentration et on se retrouve avec du sirop d'érable et on peut se retrouver avec de la tire d'érable et même du sucre d'érable. Donc l'idée, c'est que le sucre est un type de substance que l'on peut mettre beaucoup à l'intérieur de l'eau. Bien sûr, il y a des personnes qui adorent un peu de sucre dans le café. Quelques personnes vont utiliser un cube de sucre. D'autres personnes vont utiliser 2 cubes de sucre. Mais ça fait partie des choses qui est intéressant. Je vais vous montrer 2 autres exemples en ce qui concerne les propriétés physiques. Donc, voyons voir. Première chose, ici. Donc, si nous avons un lac qui est ici durant l'été, nous avons ici de l'eau. Ça, théoriquement, c'est un ruisseau. Donc, un ruisseau comme cela. Maintenant, nous avons ici, en dessous, nous avons de l'eau comme cela. L'eau a une densité d'à peu près 1 gramme par centimètre cube. Donc,
1 gramme par centimètre cube. Certaines personnes pourraient dire, on pourrait aussi dire que c'est 1000 kilogrammes par mètre cube. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que il y a dans l'eau toutes sortes de choses dissoutes. Bien sûr, il y a aussi des micro-organismes, il y a de l'argile, il y a toutes sortes de choses. Donc, dans un lac, c'est toujours un petit peu plus que 1 gramme par centimètre cube. Les choses intéressantes, c'est que l'hiver, on se retrouve avec de la glace. Et la question, c'est si la glace est un solide, pourquoi est-ce que la glace ne va pas dans le fond du lac? De la même façon que, par exemple, on peut prendre un morceau de métal ou un petit caillou qui va couler dans le fond. Et la raison de cela, c'est une question de densité. Je ne sais pas si j'ai le nombre exact ici. Moi, j'ai en tête 0,94 et je n'ai pas le nombre ici. Ça va. Lorsqu'on a de la glace, comme ceci, la glace a une masse volumique qui est plus petite que le gramme par centimètre cube. Donc, peut-être que vous avez déjà mis dans le congélateur un petit volume d'eau pour en faire des glaçons. Et qu'est-ce qui arrive? On peut voir qu'il y a une expansion. C'est comme si le niveau va augmenter un petit peu et le dessus est souvent inégal. Et la raison pour cela, c'est que la glace, et moi je vais dire, ça c'est de mémoire, on a ici à peu près 0,94 grammes par centimètre cube. Ça veut dire que puisque l'eau a une expansion lorsqu'elle devient solide, pour le même volume, on a une masse qui descend. Ça veut dire que c'est plus léger que l'eau. Et donc, la conséquence lorsque les lacs vont geler, c'est que la surface va devenir solide, ça va flotter. Et il y a deux choses intéressantes ici. Premièrement, ça permet de pouvoir avoir un endroit qui est sécuritaire. Il y a des personnes qui pêchent sur la glace. Mais en même temps, ça permet de garder une température sous la glace à une certaine température où ça ne gèle pas, surtout lorsqu'il y a une certaine profondeur. Ça veut dire que durant l'hiver, on peut se retrouver avec des organismes qui peuvent vivre ici, parce que la glace agit comme un petit isolant et isole de la froideur. Donc, c'est fantastique comme ceci. Et ça, c'est un exemple des propriétés physiques de la matière. L'autre exemple que je voulais mentionner, c'est que toute matière a une masse volumique qui est spécifique. Donc, par exemple, il y a des personnes qui peut-être se disent, je travaille dans un musée. Par exemple, prenons le Louvre, par exemple. On se retrouve avec des artefacts qui datent depuis plusieurs années. On a, par exemple, le cuivre, on a l'aluminium, comme ceci. On peut avoir de l'or. L'aluminium est plutôt moderne, mais tout de même. Et il peut y avoir le bronze aussi. Donc, on a ici des artefacts. Et vous savez comme moi que lorsqu'un objet devient plus vieux, il va s'oxyder. Donc, l'extérieur change de couleur et on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à la surface, ça peut être difficile de voir qu'est-ce que c'est. Par contre, la masse volumique peut nous aider. Donc, voyons voir si je peux faire ici quelques exemples. Je vais mesurer la masse volumique ici. La masse volumique, comme ceci, de métaux. Donc, voyons voir. Alors, moi, je vais à l'Université Laval à 20 degrés. Donc, si on prend là, c'est 19,3 grammes par centimètre cube. Si nous avons le cuivre, c'est 8,96. 8,96 grammes par centimètre cube. Si nous avons l'aluminium, c'est entre 2,7 et 2,9. Et ici, si on prend un bronze ici, alors, voilà. Est-ce que je peux trouver ça ici? Ça, c'est quelques matériaux. Alors, je n'ai pas le bronze, c'est fantastique. Sur ma liste ici, voyons voir.
je continue ma recherche et je couperai cette section lorsque j'éditerai mes vidéos. Alors, merci de votre patience. Je sais qu'il y a ici un chiffre alphabet qui a une question pour nous et j'ai hâte d'y répondre. Et on a ici 8,7 pour le laiton. Donc, 8,7 grammes par centimètre cube. Voilà. Donc, chose à considérer, si on prend le fait qu'il y a différentes masses volumiques, donc on peut se dire que, OK, dépendant de la date que ça a été trouvé, dépendant de la date que ça a été créé, on peut savoir est-ce que le cuivre et le bronze, donc le cuivre est beaucoup plus souple et pas aussi rigide que le bronze, donc on peut utiliser des propriétés qui sont physiques, parce qu'on ne peut pas en aucune façon, même si on a les yeux bandés, de voir si on a de l'aluminium et de l'or. La masse volumique est totalement différente. Donc, dans un musée, on ne prendra pas, par exemple, un petit morceau de métal pour essayer de dégratigner une œuvre d'art qui est inestimable. Ce qu'on va faire, on peut utiliser des propriétés physiques, la conductivité. On peut utiliser, est-ce que c'est malléable un petit peu, est-ce qu'on peut changer la forme, et ceci est assez pour découvrir la composition de ces œuvres d'art. Donc la masse volumique ici est importante, et il y a même une petite formule, aussi bien parler de la formule ici de la masse volumique. Voyons voir. Masse volumique. Donc, la masse volumique égale, c'est la masse sur le volume. Et peut-être que je ferai un... Ah tiens, je vais mettre un autre lien, une autre carte ici. J'ai fait une vidéo qui fait la mesure de certains métaux et le calcul. Mais ici, la masse volumique, il y a une formule à faire. On peut utiliser une balance électronique pour trouver la masse. On peut utiliser les règles ou un genre de contenant d'eau pour mesurer le volume de notre objet. Et lorsqu'on divise les deux, on se retrouve avec la masse volumique. Donc, ce sont tous des choses qui fonctionnent très bien. Alors, sur ce, si vous avez des questions qui se rapportent aux propriétés physiques, n'oubliez pas de les mettre dans la section ici, dans la section commentaires. Je suis toujours ici pour répondre aux questions de clarification que vous avez. Alors sur ce, je vais vous envoyer dans la prochaine vidéo qui est la section 4.3. On se voit dans la prochaine vidéo.